munu mbaag na def na Sénégal na fréquence 93 na Dakaru 97.7 na Thiès 102.2 na Podor 100.5 na Matam 95.2 na Saint-Louis 91.6 na Kolda 103.6 na Kaolack 95.2 na Tambacounda 103.4 na Ziguinchor 100.6 na Touba i radio fa nun i radio fa in i radio kam Sénégal bo cay jam fa nun. Les conclusions des assises de la justice et ses enjeux, les 100 jours du président Diomaye et ses perspectives, la situation des entreprises au Sénégal, la circulaire du Premier ministre Ousmane Sonko sur les contrats et les premières mesures avec l'arrêt des contrats de prestation et ses conséquences sur le chômage des jeunes. Pour parler de toutes ces questions, l'Air du Temps reçoit ce dimanche 7 juillet 2024 Maître Cheikh Abdou Ndiaye, avocat au barreau de Dakar, et Badou Ndaw, écrivain et médiateur social. L'Air du Temps de 10h à 11h sur la 90.3 avec Alassane Samba Diop. Dimanche 7 juillet 2024, bienvenue à l'Air du Temps qui reçoit aujourd'hui Maître Cheikh Ahmadou Ndiaye, avocat au barreau de Dakar, Ndaw Badou, médiateur, auteur, écrivain, président des mouvements, des porteurs de projets, Yeoulen, auteur de livre Le plan Sénégal normal. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Cette semaine, le président de la République a reçu les rapports concernant les assises sur la justice. Le président de la République est sur le point bien précis concernant la présence du président au Conseil supérieur de la magistrature. On a entendu ni oui, ni non. Comme si on nous rappelait un peu ce que Macky Sall avait dit pour son troisième mandat, ni oui, ni non. Le président dit qu'il y a certains magistrats qui demandent qu'ils restent dans le Conseil supérieur de la magistrature, d'autres qui demandent qu'ils partent. La question ouverte. Maître Cheikh Abdou Ndiaye, est-ce que le président doit rester au Conseil supérieur de la magistrature ou il doit partir? Merci beaucoup Alassane de l'invitation. Je salue tous les auditeurs et téléspectateurs de Radio, bien sûr, et particulièrement à mon co-débatteur M. Ndaw, que je salue et à qui je rends hommage. Alors, Alassane, je pense que la question que vous avez posée n'est pas une question fermée. Le président de la République a reçu les conclusions des assises nationales et lors de cette réception, il a fait une déclaration comme quoi il allait écouter tout le monde, qu'il n'a pas encore pris une décision. Et je pense que cette position est justifiée dans la mesure où il n'a pas encore regardé de manière objective les assises, parce qu'avant de prendre une décision, il faut faire des arbitrages, il faut consulter les uns et les autres. Mais ce que je vais dire m'engage personnellement. À mon avis, je pense que le débat sur la présence ou l'absence du chef de l'État dans le Conseil supérieur de la magistrature est un faux débat. Pourquoi? À mon avis. Parce que les gens, les opinions que j'ai entendues seraient liées à l'indépendance ou non des juges. Je pense que l'indépendance du juge, c'est un statut. Il appartient au juge de s'approprier de cette indépendance et de la vivre et de la faire vivre dans son office quotidien et permanent. Alors, à partir de ce moment-là, parce que le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature, mais dans la pratique, toutes les décisions sont préparées à l'avance et prises déjà au niveau du ministère de la Justice, après consultation, bien sûr, suivant des procédures qui se rapportent au statut des magistrats. Mais à partir de ce moment-là, c'est rarement que le président intervienne pour dire oui ou non. En général, je vous parle en connaissance de cause. Donc, dire que le président de la République influence le Conseil supérieur de la magistrature me semble être très exagéré. Cependant, l'indépendance des magistrats, l'indépendance de la justice est prévue par les statuts des magistrats. Comme le disait Pierre Badinter, l'indépendance est un statut et l'impartialité une vertu. Donc, il appartient aux magistrats et à eux seuls de se prévaloir de cette indépendance et de la vivre
et de la faire vivre à partir sur les décisions permanentes. Mais instituer aujourd'hui que le président doit rester ou ne pas rester, à mon avis, ce n'est pas un débat. Badendorf, sur cette question bien précise, on a entendu pendant la campagne Ousmane Sonko, Premier ministre, dire que le président doit quitter définitivement le Conseil supérieur de la magistrature, le ministre de la Justice doit quitter définitivement. Puisque c'est Diomaye Sonko, comment on analyse cela aujourd'hui? Oui, bonjour Alassane. Bonjour à tous les Sénégalais, à toutes les Sénégalaises. Bonjour à M. Ndiaye. Voilà, Alassane, moi, franchement, je crois qu'il faudrait débattre plutôt sur autre chose que la présence ou l'absence du président de la République dans le Conseil supérieur de la magistrature. Si on parle d'indépendance, parce que comme l'a dit M. Ndiaye, si bien dit, l'indépendance des magistrats ne se trouve pas dans justement cette instance-là. Je crois qu'il y a une instance de consultation où les gens, ou des institutions comme la justice et l'exécutif, le président de l'exécutif, se rencontrent, je crois, je crois que c'est un espace d'échange simplement, où les décisions ne se prennent pas. Et ça, je crois que tout le monde l'a compris maintenant. Et qu'il faudrait que, effectivement, si l'on parle de l'indépendance des magistrats, ça se trouve ailleurs, le débat est ailleurs, le débat est dans les faits. Dans les faits, les juges, on le sait, sont des inamovibles, que personne ne peut, justement, dans le secret de leur cabinet, leur imposer quoi que ce soit. Le procureur de la République aussi, par ailleurs, n'est pas quelqu'un qui obéit, comme on le pense, au ministre de la Justice. Le procureur de la République dépend du ministère qui exerce, qui est directeur de la justice, de la police judiciaire, et ainsi de suite. Lui, il travaille en portant le droit, n'est-ce pas, conféré, comme on dit, par la justice et le peuple, n'est-ce pas? Donc, il dépend administrativement d'un ministère, mais cela ne veut pas dire qu'il prend des décisions à la place, mais que s'il prend une décision, il doit s'en référer au ministre de la Justice. Ça aussi, ce sont des choses que les gens disent et qui ne sont pas dans la réalité des faits assez avérés. Maintenant que M. Ousmane Sonko, en campagne électorale, disent ceci et qu'ils viennent aujourd'hui se taire sur ce débat-là, moi je dis que c'est normal. C'est normal dans une certaine mesure, parce que je crois que ce qui va faire progresser la justice au Sénégal, c'est de la mettre à l'abri de toutes les pressions. Parce que la justice subit autant, parce que c'est une composante de la société sénégalaise, elle subit des pressions de partout. Elle subit des pressions de moi-même. Quand on me dit que oui, voilà, votre neveu, il a un problème, je prends mon téléphone, j'appelle un magistrat que je connais, c'est une pression. Elle subit des pressions de la société dont elle émane et tout. Je crois que l'indépendance des magistrats doit se trouver en amont dans la recherche de la justice sociale. La justice sociale, parce que la justice des tribunaux, c'est une émanation de la justice sociale. Il faudrait qu'on travaille sur la justice sociale, justement, où le droit, où les droits des citoyens l'exercice du droit être impersonnel, que le droit soit appliqué, comme on dit, sans égard à la qualité des personnes, et qu'au moment où la justice doit travailler avec justement ses auxiliaires, parce qu'il n'y a pas que la justice, il y a les auxiliaires aussi de la justice, que sont la gendarmerie et la police. Donc, il faudrait que dans tout cela, pour que le magistrat soit indépendant, qu'on lève toutes ces pressions-là, qui ne sont pas que celles du président de la République ou d'un supposé ministre de la Justice. Mais pourquoi les citoyens donc ont une impression très négative par rapport à la justice au Sénégal de façon globale? Oui, mais bon, Elsan, je pense qu'il faut relativiser. La façon dont elle est rendue. Oui, mais il faut relativiser. Les citoyens, de manière générale, c'est pas la quasi-totalité des citoyens qui ont cette... La plupart d'entre eux. Dans tous les cas, vous savez que notre pays a été marqué ces 2 ou 3 dernières années par un contexte politique particulièrement lourd, chargé et particulièrement tendu. Et je pense que la justice a été au centre de toutes les contradictions, de tous les débats. C'est justement, c'est la politisation
du débat judiciaire qui a donné cette impression. Mais heureusement que ce n'est pas une impression. À mon avis, nous qui vivons la justice, qui la pratiquons, nous savons que le contentieux qui a des implications politiques constitue une infime partie du contentieux judiciaire. Il y a 90% de l'activité judiciaire que les citoyens ne connaissent pas et qui se passe normalement et très normalement. Maintenant, c'est pour des raisons politiques, des fois même politiciennes, que ces 3 dernières années, la justice a été au devant de la scène et que les gens ont commencé à nourrir des critiques qui sont parfois fondées. Certaines ont été fondées, mais d'autres pas du tout. Parce que entre la perception que le citoyen ordinaire a de la justice et la pratique légale, la légalité judiciaire, il y a un grand fossé. Et souvent, ceux qui parlent sont ceux qui ne connaissent pas comment elle fonctionne, comment elle vit, et qui, un jour, se proclament juristes alors qu'ils ne connaissent pas. Mais heureusement, nous qui sommes des acteurs de la justice, nous savons que aujourd'hui, la justice, quelles que soient les critiques qu'on nourrit à son encontre, est une justice debout. La justice sénégalaise, comparée à ce qui se passe dans les alentours, est une justice qui est vraiment excellente et qui vit bien. Il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées au Sénégal concernant la corruption, la façon dont les dossiers sont gérés au Sénégal. On a vu la CRI, comment ça s'est terminé. Les recommandations qui ont été faites par les assises, recommandation 26, assurer une réduction des comptes générales et performantes. Recommandation 27, lutter efficacement contre la criminalité économique et financière, à mettre en place des dispositifs robustes de lutte contre le blanchiment de capitaux, de saisie patrimoniale et de recouvrement des avoirs. Définir un régime de protection des lanceurs d'alerte, ça on va y arriver. Cette question concernant la préservation des deniers publics, le vol, la corruption au Sénégal, les enrichissements sans cause, jusqu'à ce que l'ancien magistrat Youssou Ndiaye l'a dit au Sénégal, il y a des enrichissements sans cause dans ce pays. Oui, mais Alassane, ça c'est aussi... Il ne faudrait pas qu'on veuille une chose et son contraire. C'est-à-dire que les Sénégalais... Moi, c'est bizarre qu'on parle, par exemple, de la corruption que de manière aérienne, circonstancielle, quand ça arrange les uns et les autres, et que personne ne fait rien pour lutter contre elle, parce que c'est ce qui se passe à chaque fois, à chaque régime qui arrive. Bon, on l'a vu avec, depuis Abdou Diouf, avec la CRI, c'est lui qui avait créé la CRI. Bon, Wade est venu, l'autre est venu avec tous les instruments. Mais il faut qu'on s'accorde sur une chose. Il faut qu'on s'accorde sur que la corruption, parce qu'on rend la justice au nom du peuple, n'est-ce pas? On rend la justice pour les Sénégalais. Quelle est la perception des Sénégalais par rapport à la corruption? Et ça, je parle de ce que je sais, de ce que je connais, parce que je fais 33 ans dans une administration qui est réputée être une administration à tort ou à raison corrompue. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça dit qu'il faudrait les corrompus qu'on sache avant eux qu'il y a les corrupteurs. Et que notre société est très corruptrice et utilise toute forme de corruption, même en temps normal. Je vous donne juste un exemple que moi j'ai vécu, que je raconte souvent. Et tout, j'ai eu à occuper un poste. Il y avait une pratique qui avait lieu là-bas. Bon, moi, j'arrive, les usagers, ils viennent. Bon, ils disent qu'ils veulent payer, ils doivent payer. Je dis non, vous ne payez pas. Parce que ça, c'est l'administration qui vous demande de justement faire cette formalité-là pour elle. Donc, vous ne payez rien du tout. Vous venez, on vous fait le document et vous partez. Bon, les gens, c'était un groupe de gens, de commerçants ambulants. Bon, je leur ai fait les documents et tout. Ils étaient réticents. J'ai donné le document. J'ai donné à chacun son document. Ils n'ont pas eu confiance. Ils sont partis voir quelqu'un d'autre qui ne travaillait pas, qui n'était pas de service ce jour, et ils lui ont expliqué, ils lui ont dit, écoutez, on a trouvé un agent là-bas qui nous a dit qu'on ne paye pas. Mais nous, on veut payer. Absolument, oui. Et voilà.
C'est un service gratuit. C'est un service gratuit. Ils avaient l'habitude de le payer. De le payer. Vous dites qu'ils ne doivent pas payer. Justement. Ils veulent quand même payer. Et payer. moi, je leur dis que non, vous ne payez pas. Autre chose. Parce que c'est ancré dans leur tête. Exactement. Autre chose. Quand moi, je suis là assis et que je fais mon travail normalement, l'usager arrive, je lui fais un document, je lui donne. Mais il va sortir quelque chose pour dire, voilà, chef, je vous donne ça. Vous refusez, il vous dit non. C'est mal comme un gourou. Non, tu es mon fils ou tu es mon truc. Non, chef, je vous donne non, machin. C'est-à-dire, on a une société qui est d'accord que la corruption, elle est normale. Et quiconque n'est pas corrompu, par exemple, les gens ne peuvent pas accepter que tu sois un pauvre douanier. Toi, que tu sois un pauvre des inspecteurs de domaine. Si tu vas aux inspections, à l'inspection, comment ça s'appelle ça? Des domaines. Des domaines, des impôts et domaines, tu ne verras pas un pauvre là-bas. Le gars qui est pauvre, il est marginalisé, il est pris comme cible aussi bien par les usagers que par ses collègues, que par sa famille. Donc il faudrait qu'on redéfinisse quelles sont les valeurs qu'il doit porter. Parce qu'on ne peut pas demander à la justice de porter des valeurs qui n'en sont pas. C'est-à-dire que les Sénégalais, il faudrait qu'on redéfinisse leur vision de la corruption, du corrompu, de l'enrichissement sans cause, ainsi de suite. Parce que ici, quand tu es dans une administration et que les autres s'enrichissent et que toi, tu le refuses, c'est ta famille qui te fait la guerre en premier. Donc il aurait fallu faire les assises de la corruption au Sénégal pour voir quelle est la définition, comment la mentalité sociétale considère la corruption au Sénégal. Oui, bon, les assises de la corruption, je pense que il faut prendre ça de manière sectorielle. Je pense qu'on a parlé de la justice, bon, peut-être dans d'autres domaines. Comment elle doit lutter efficacement contre la corruption? Non, la grande corruption, à milliards de francs CFA. Non, vous savez, Alassane. Mais les fonds Covid sont encore là. Hein? Oui, mais je veux dire que lutter contre la corruption procède d'une volonté politique. Aujourd'hui, vous avez au Sénégal tous les instruments et tous les mécanismes qui permettent de lutter efficacement contre la corruption. Mais en vérité, quel est le problème? C'est la mise en pratique et la mise en œuvre de ces mécanismes qui posent problème. Pourquoi? Parce que, tout simplement, cela ne procède pas d'une volonté politique. Nous avons vu que quand le président Macky Sall était là, la première mesure qu'il a prise, c'est de mettre en place une structure dédiée à la lutte contre la corruption, l'OFNAC, oui, je veux dire. Et depuis que l'OFNAC a été mise en place, mais quel a été le bilan du travail de l'OFNAC? Quand je parle de l'OFNAC, je parle également de son prolongement, les cours et tribunaux. Oui. Quels sont les dossiers qui ont été instruits à l'OFNAC et qui ont fini au tribunal? Je veux bien les compter, mais je pense que je ne serai pas fatigué en les comptant. Donc, aujourd'hui, la question de la corruption, comme l'a dit M. Ndao, c'est une question transversale. C'est une question qui a une dimension sociologique et politique. Sociologique parce que, comme vous dites, dans chaque société, il y a les germes de la corruption. Dans les sociétés les plus avancées démocratiquement, je vous parle. Mais ce qui se pose aujourd'hui, c'est la volonté politique des autorités qui sont aux affaires de lutter efficacement contre la corruption. Parce que la corruption gangrène le système économique, social et même judiciaire. Parlons-en. Dans tous les cas, ce qu'il faut aujourd'hui, ce ne sont pas les assises de la justice, parce qu'il ne sert à rien de faire des forats, de sortir des conclusions et de ne pas les appliquer. Non. C'est quoi aujourd'hui? C'est que les autorités politiques qui sont aux affaires soient résolument tournées vers la lutte contre la corruption et d'essayer d'éviter de protéger certains au détriment d'autres, de jeter en pâture d'autres au profit de certains, et ainsi de suite, arriver à un mécanisme tel que les citoyens, la société, puissent remettre en cause la crédibilité de ces institutions, et voire même de la justice. Parce que la justice, elle ne peut lutter contre la corruption que quand on lui amène un dossier. Maintenant, si on lui amène un dossier, mais il appartient aux autorités de poursuite de mettre en œuvre les procédures adéquates pour aller
vers les tribunaux. Mais si l'autorité judiciaire ne le fait pas, ça pose problème. Oui, il parle de la volonté politique d'appliquer les règles qui sont mises en place. L'impression qu'au Sénégal, justement, qu'on met beaucoup de règles, mais qui servent finalement à rien. Au fond, elles ne sont jamais appliquées. Non, parce que je vais revenir à mes propos antérieurs. Alassane, Oui. il faudrait parce que on ne peut pas en aval régler ce problème-là si en amont les gens, c'est-à-dire les causes, toutes les causes, je ne parle pas simplement des causes apparentes. Voilà. Pourquoi est-ce que, qu'est-ce qui fait que la corruption soit possible dans l'administration? Quel est le rapport justement entre la corruption elle-même et l'administration? Je crois qu'il faut poser, je le disais il y a quelques années, que les Sénégalais sont d'accord sur une chose, qu'il y a une administration face A et face B. L'administration face A, c'est celle qui est là, qui est performante, qui a tous les documents, qui a toutes les expertises et tout, et qui marche à 25%. Et de l'autre côté, l'administration face B, c'est celle-là qui carbure. Et elle carbure quoi, tu vois? Et c'est elle qui carbure à 100 à l'heure. Et que si tu viens t'adresser à l'administration face A, bon, t'as pas, et que tu veux un document qui devrait durer peut-être 10 minutes, tu as des chances que ce document-là dure 10 jours. Mais l'administration performante qui est de l'autre côté, sur laquelle tout le monde est d'accord et tout le monde travaille, et là où franchement les gens viennent à l'heure, signent normalement, mais tout c'est l'administration face B, c'est celle qui est corrompue. Et elle, c'est celle-là, elle marche. Et souvent, elle est incarnée par une personne, des fois. Une seule personne. Non, des personnes. C'est un autre système. C'est pourquoi je parle d'administration face A et face B. Non, je disais, par exemple, elle peut être incarnée par une personne. Si vous voulez l'administration face A, vous attendez. Oui. Si vous faites le B, il accélère le dossier. Là, c'est absolument la même personne peut être A et B. C'est pourquoi... Non, la même personne va être A et B. Et A prime. C'est l'autre administration. Il va servir. Voilà comment ça marche. Et quand vous voulez, aujourd'hui, n'importe quelle administration, dès le début, en 2012, quand Macky Sall s'est levé pour, oui, voilà, on poursuit ceci. Quels sont les gens qui poursuivaient les biens mal acquis, comme il disait? C'était des gens de l'ancien régime, de l'ancien système. Des gens qui étaient dans le système totalement corrompu de Wade, où on distribuait l'argent les week-ends, où on donnait à gauche, à droite, des gens qui ont construit des immeubles, des trucs, machin et tout. Ce sont ceux-là qu'on a mis dans la traque et qui traquaient les autres parce que soit ils les connaissaient. Et ça, c'était pas encore les tribunaux. Quand les gens ont commencé à traquer les véhicules, les je ne sais pas quoi, mais il ne faut pas arriver à ce que quelqu'un puisse prendre. Les règles de comptabilité publique sont tellement bien faite, tellement bien que quiconque prend 1 franc de l'administration avant l'après-midi, on le sait. Donc mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, il faudrait que la corruption, à mon avis, et nous on l'a dit au niveau de Yeewu Leen énormément, on a un plan sur ça. Il faudrait que les niches de corruption soient transformées en niches d'activité. C'est-à-dire que quand un corps est corrompu à un niveau, il faut lui enlever ce niveau-là, en faire une niche d'emploi, donner à d'autres gens pour, par exemple, la corruption la plus visible de tous, sur les routes là. Mais c'est facile à combattre. Il faut sortir les policiers et les gendarmes de la circulation. On met en place un corps de circulation avec les gens des métiers. Nous, on a fait tout un plan pour le dire. En ce moment, ces gens-là, ce que les gens donnent dans le marché qui fait la corruption, où on corrompt des agents qui sont déjà des salariés. Il faut créer des corps qui sont rémunérés par cette corruption-là. Parce qu'on va vous dire que si vous allez chez les douaniers, la corruption sur 1000 milliards que la douane a amené, la corruption doit être de 250 milliards parce que c'est altéré de ce truc-là. Vous allez aux impôts domaines, on va vous dire la même chose. Ce qui veut dire qu'il y a des organismes qui sont capables aujourd'hui, ici dans ce pays, de quantifier la corruption. Et au bout du compte, on va vous dire par exemple que c'est 1000 milliards qui concernent la corruption. Mais ces 1000 milliards-là, au lieu de les perdre dans l'océan, de la corruption, il faut les transformer en emploi, en faire des trucs joint venture pour que entre la corruption, entre l'usager et celui qu'il devait corrompre,
Maintenant, l'argent-là va entrer directement dans les poches de quelqu'un, de manière légale. Mais est-ce que l'une des solutions, c'est aussi la digitalisation dont parle le gouvernement? Est-ce que quand on met la digitalisation, vous pensez que cette digitalisation peut aider à amoindrir le contact entre le corrupteur et le corrompu? Oui, peut-être bien, mais à mon avis, la C'est pas une digitalisation... panacée. Oui, mais je veux dire que la digitalisation est peut-être une solution parmi d'autres. Parce que digitaliser, c'est éviter le contact direct entre celui qui est assujetti et celui qui est chargé du contrôle. Oui. Mais je pense que ça peut amoindrir, mais ça peut... elle ne peut pas entraîner, disons, parce qu'à quelque niveau que ce soit, s'il y a un corrompu, on ne fera que reporter l'échéance sur une autre personne. Voilà. Donc, aujourd'hui, je pense que ce qu'il faudrait se focaliser sur quoi? C'est peut-être mettre en place des procédures en amont, mais surtout, c'est surtout la sanction. Il faut sanctionner en aval. Parce que tant qu'on ne sanctionnera pas en aval, tant qu'on ne mettra pas en place un système de prévention en amont, un système de répression en aval efficace, ce phénomène ne pourra que s'amplifier. Parce qu'à la vérité, protéger la corruption, c'est surtout un fléau qui, aujourd'hui, peut entraîner de grandes disparités dans l'économie. Oui, certains ont même dit, quand on a commencé à mettre certaines digitalisations, il y a un sabotage qui a été fait de façon concertée pour que ça ne marche pas. Et puis la digitalisation a ses limites. Beaucoup de limites. Ils ont ses limites. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème déjà pour avoir Internet partout. C'est un problème. Dans les villages les plus reculés. Peut-être dans les grandes villes, dans les capitales. Mais c'est toute cette volonté de gripper la machine pour que ça marche pas. Oui, mais c'est possible. Parce qu'il y a toujours des voies de contournement qui existent. Et que ceux qui veulent s'adonner à la corruption peuvent contourner facilement pour rester dans leur pratique. Mais aujourd'hui, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, c'est la volonté politique et l'existence de mécanismes en amont de prévention, mais surtout des mécanismes de répression en aval. Je rappelle que vous suivez l'Air du Temps, qui reçoit aujourd'hui Maître Cheikh Abdou Ndiaye, avocat au barreau de Dakar, Badou Ndaw, qui est Ahmadou, Cheikh Ahmadou Ndiaye, avocat au barreau de Dakar, et Badou Ndaw, médiateur, auteur, écrivain, président du mouvement, porteur de projet Yeolel. Badou, les 100 jours de Diomaye, qu'est-ce qu'on peut retenir? Les 100 jours de Diomaye, on va retenir les 90 jours de Sonko et les 10 jours de Diomaye. Ou bien c'est pas ça? Pourquoi? Je pose la question. Non, on est là en face d'une situation très inédite. Moi que j'observe beaucoup, et Dieu m'est témoin, je n'essaie pas j'essaie de voir ce qui est possible derrière tout ça. Est-ce que, donc, cela veut dire que, moi, je vous dis mon sentiment dans ce que je pense de tout ça, c'est, est-ce que cette affaire-là ne remet pas en cause l'utilité de la fonction du président de la République au Sénégal? C'est-à-dire? Bon, est-ce qu'on ne peut pas se passer d'un président de la République? Ah oui? Mais si, et c'est en train d'être prouvé. Moi, quand j'observe le Premier ministre avec toutes ses prérogatives, parce que de toute façon, c'est lui qui a nommé son gouvernement. Pour une fois, un gouvernement a été nommé par un Premier ministre. Et ça, moi, je ne le dis pas parce que j'étais dans le secret des dieux, mais c'est par je prends des informations quand le président l'a pu dire, voilà, le ministre tel, on l'a nommé, quand je l'ai vu, ainsi de suite, cela suppose qu'il ne le connaissait pas avant. Et je crois que c'est énormément simple. À part ceux qui ont milité dans le parti de manière visible, que tout le monde connaît, et ainsi de suite. Et pour une fois, dans l'histoire du Sénégal, avec l'hypertrophie présidentielle et tout, on a un gouvernement qui est nommé par un Premier ministre. Et on a un Premier ministre qui occupe le champ. Et moi, je dis, peut-être que les gens sont habitués à autre chose, mais moi, je dis que c'est ça qui est normal.
ça peut être dérangeant, ça peut, on n'est pas habitué. On voit un premier ministre qui est à gauche, à droite, qui dit que oui, je vérifie, je mange et tout. Et il semble que le président est effacé dans ses fonctions, en tout cas comme cela se passait avant. Je dis que sans s'en rendre compte, ces gens sont en train de devenir, de passer de forgeron à orfèvre. Même si c'est à leur corps défendant. Même si par ailleurs, c'est parce que le Premier ministre Ousmane Sonko est quelqu'un qui est foncièrement contre toute forme d'autorité, qu'il ne veut pas avoir d'autorité au-dessus de lui, et qu'il est lui dans son rôle personnel, quand on analyse sa personnalité propre. Mais je dis, c'est tant mieux pour nous. C'est-à-dire que tous ces hasards-là qui arrivent là n'en sont pas finalement. Et que pour une fois, dans l'histoire du Sénégal, on a un Premier ministre qui a nommé son gouvernement, et on a un Premier ministre qui exerce ses fonctions envers ses ministres, qui dit que oui, j'ai dit à celui-là m'a dit, et que le président de la République, de son côté, qui voyage, qui va à droite, à gauche, cela prouve que la fonction de président de la République au Sénégal peut et doit être réformée. Bon. Cher, oui. sur cette question bien précise. Bon, sur les 100 jours, je vais revenir, mais je vais rebondir un peu sur ce que vient de dire M. Ndao. Moi, je pense que quand même, bon, il faut relativiser certaines positions. Le président de la République, de par la Constitution, c'est lui qui donne à tous les emplois civils et militaires. Le gouvernement est nommé sur proposition du Premier ministre, mais légalement, c'est le président de la République qui nomme. C'est ça le droit, c'est comme ça, c'est ce que prévoient les dispositions constitutionnelles. Maintenant, le caractère, je mettrai entre guillemets jupitérien de l'action du Premier ministre actuel, je pense que je suis d'accord avec M. Ndao que c'est ça la normalité. Parce qu'en général, le président de la République, c'est un arbitre. Le président de la République, il a des fonctions régaliennes, et quand il nomme un gouvernement et que ce gouvernement est conduit par un Premier ministre, il est normal que ce Premier ministre soit au devant de la scène. On n'avait pas l'habitude, ça ne faisait pas partie de nos coutumes, parce qu'on n'avait pas l'habitude de voir ça, mais c'est ça qui est normal, c'est le Premier ministre qui monte au créneau. Prenez l'exemple de la France actuellement, dans un contexte politique très chargé. Vous voyez tout le temps le Premier ministre Attal au front, qui va faire des débats. Oui, mais il n'éclipse pas quand même Macron. Macron est présent. Non, je veux dire, c'est pas. Non, ça dépend de la perception. Ça dépend de la perception. Il ne faut pas dire qu'il éclipse le président de la République. Non. Mais Macron est présent. Il est en train de s'approprier ses prérogatives. Parce qu'il y a un domaine dans lequel le Premier ministre a des compétences, mais il y a un domaine intouchable où seul le président de la République peut intervenir. La diplomatie. Voilà. Maintenant, sur les 100 jours, je crois que les 100 jours dans toutes les républiques, c'est une symbolique. En 100 jours, on ne peut pas soulever des montagnes. Ça, c'est vrai. Mais quand même, en 100 jours, on peut comprendre les orientations. L'indication des orientations qu'un gouvernement, qu'un régime peut donner dans son action. Et aujourd'hui, à y réfléchir de près, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est qu'il y a une volonté manifeste des nouvelles autorités de faire de la gouvernance un problème central dans leur activité. Régler les problèmes de gouvernance. Et aujourd'hui, on sait bien que quelques années auparavant, le Sénégal avait des problèmes de gouvernance très graves. Et aujourd'hui, il veut recentrer les débats sur ça. Maintenant, pour le reste, quel sera? Parce qu'il y a eu un projet électoraliste qu'on a décliné, comme le président Macky Sall l'avait fait avec le Yoonu Yokoutou. Mais lorsque vous êtes aux affaires, il faut un programme de gouvernement. Et aujourd'hui, ce programme de gouvernement n'est pas encore prêt. Et ça, je peux le comprendre. Parce que tout simplement, le régime qui est en place, et c'est pendant les arrêts de jeu qu'ils ont été candidatés. Et pendant presque 6 mois en avant, derrière, leur parti avait été dissous. Donc, c'est vrai qu'ils ont accédé au pouvoir presque par défaut et par surprise.
Est-ce qu'ils étaient prêts? Donc, autant de questions. C'est pour ça que moi, je prends un peu d'indulgence. Laissons les choses aller. On a 100 jours. Laissons le temps s'écouler un peu et on verra dans quelle direction on prendra. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent faire des problèmes de gouvernance la clé de voûte de leur action. Et que cette gouvernance qui pousse le gouvernement aujourd'hui avec le Premier ministre Ousmane Sonko à sortir une circulaire en disant que les contrats qui ont été signés dans certains ministères de 2020 jusqu'à 2023, qu'il faudrait les revoir, et qu'ensuite que certaines structures de l'État, comme la LONASE, comme l'AIBD, comme le port, que certains contrats ont été arrêtés. On parle de même de 500 personnes commerciaux qui sont concernés au niveau de la LONASE, qui doivent arrêter les contrats. Oui, bon, attendez. C'est-à-dire qu'en fait, si le gouvernement là, qui n'a que 5 ans, hein, 5 ans c'est très peu, c'est vraiment peu. Moi déjà, je suis contre le mandat là, je suis pour le mandat unique, même si c'est un mandat unique de 10 ans, et que voilà, arrêter chaque fois, c'est de copier des trucs. Un mandat de 5 ans chez nous, quand même, c'est très peu. Bon, voilà, alors, je le rappelle ça chaque fois que de besoin. Mais, écoutez, Alassane, quand on veut poser quand même des fondements de la bonne gouvernance, parce que la bonne gouvernance suppose que c'est par rapport, n'est-ce pas, à la hiérarchie qui est totalement à la haute hiérarchie. Parce que celle qui gouverne, si je me permets, quoi, si je prends de la manière la plus simple cette approche-là, donc qu'est-ce qu'il faudrait changer? Il ne faudrait pas qu'on change des hommes, qu'on prenne les uns, qu'on les mette dehors, qu'on prenne les autres. On est au Sénégal, où... Alors qu'il n'y a pas de personnel politique. Exactement. On se dit ceux qui étaient là, il faut avec la terre, il faut les enlever. Oui, et que nous, un truc là. On recrute de nouveau. Exactement. Et ça, c'est ce qui est en train de se passer. Alors que, pour travailler ce pays, au moment où l'on parle, il faut que ce régime-là donne le pouvoir au peuple. Et je vais m'expliquer. Il faut que ce régime donne le pouvoir à la jeunesse. Il faut que et comment? C'est-à-dire, il faudrait que cette force-là, cette formidable énergie que doit représenter la jeunesse soit canalisée. Et elle doit être canalisée en leur donnant le pouvoir. Quand je vois le gouvernement organiser, par exemple, disons, des set-settle, je ne sais pas comment ça, ce n'est pas du ressort d'un gouvernement. Un gouvernement doit transformer les associations qui font le set-settle c'est-à-dire en un pouvoir, c'est-à-dire donner aux jeunes le pouvoir d'organiser, institutionnel, hein, je dis, d'organiser le set-settle, de leur donner le pouvoir, que les associations de quartier qui s'occupent de ça aient le pouvoir d'appeler la police, d'être avec la police, de faire la police de leur quartier, de l'assainissement et de suite. Si on veut réformer la justice, il faut créer des justices de proximité. C'est-à-dire là, ils étaient allés prendre sous Wade les maisons de justice. Il faudrait créer un truc plus bas encore, où les gens du quartier, les habitants du quartier ou de la petite ville puissent organiser la justice dans leur quartier, que ce soit fait dans la sécurité. Ce que j'appelle justement des règles de bonne gouvernance. Ça doit partir d'en bas, aller en haut et revenir en bas. Et moi, ce que je suis en train de voir, avec un régime qui n'a pas un personnel politique, il faut le dire, et administratif assez conséquent, quand même assez compétent aussi, il faut qu'ils arrêtent cette propension-là et qu'ils appellent les Sénégalais, parce que les gens qui disent que les 54% de Sénégalais qui ont amené au pouvoir Diomaye sont de Pastef ou de trucs, ce n'est pas vrai. C'est totalement faux. Les 54% là, si tu vas voir le pourcentage de Pastef, c'est peu par rapport à la majorité des Sénégalais, des 54 qui veulent le changement et qui savaient qu'avec ce régime qui était là en place, on ne pouvait pas y aller. Donc il faudrait arrêter de diviser les Sénégalais, de les rassembler autour du plus important, autour des enjeux, parce que notre pays est carrément en danger.
Voilà. Cette question bien précise, où on arrête les contrats dans cette structure de port, on parle de l'université, on parle un peu du COUD, on parle un peu de la LONASE, on parle un peu de l'aéroport, 500 personnes qu'on dit les commerciaux, qu'on arrête leur contrat parce que soi-disant c'est des prestataires. Comment on peut l'entrer dans un régime qui dit qu'il vient pour créer de l'emploi pour les jeunes? Oui, c'est quand même paradoxal, à mon avis, parce qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Mais souvent, il y a la réalité du terrain qui peut-être... Parce qu'on n'est pas en train d'enlever un personnel politique pour le remplacer par un autre personnel politique. Mais justement, c'est là où on attend des nouveaux arrivants. Parce qu'en réalité, tout le monde sait que dans certaines boîtes qui étaient là, bon, c'était des boîtes qui permettaient un recrutement politique. On prenait, politiciens même, parce qu'on prenait des gens qui étaient chez eux à 400 ou 500 km de Dakar et qui percevaient le salaire tout le temps. Et finalement, ça avait provoqué une crise interne au niveau de ces boîtes. Parce que les charges étaient énorme, 1000 fois supérieures aux capacités financières de ces structures et ça avait entraîné des conséquences que l'on sait. Maintenant, si tel est le cas, il serait légitime quand même de revoir ça. Peut-être pas de manière systématique, mais de manière sélective au cas par cas, à mon avis. Mais si tel n'est pas le cas, je pense qu'on ne peut pas décréter la fin d'un contrat dans une société. Parce qu'une société signe un contrat avec un prestataire. Un contrat qui obéit à des conditions et à des obligations réciproques entre les parties. Et lorsqu'on veut arrêter un contrat, il y a des mécanismes juridiques qui sont prévus. Ça, c'est une résiliation ou une résolution à l'amiable d'accord parti entre les parties. Ou alors, c'est une résolution judiciaire. Ou en tout cas, toute résolution unilatérale pourrait entraîner des conséquences et une condamnation à réparer les dommages intérêts par la partie qui a résilié à tort. Et ça me permet de rebondir sur un sujet qui est même actuel dans le même domaine. C'est-à-dire les contrats pétroliers entre l'État et les sociétés de pétrole. Et je pense que actuellement, le nouveau régime avait manifesté son intention de les revoir. À mon avis, c'est une bonne chose. Mais il faut savoir que ces sociétés de pétrole, ces sociétés étrangères spécialisées dans le pétrole, sont des sociétés en général multinationales très puissantes. Et aujourd'hui, le mécanisme pour revoir ces contrats ne peut être, à mon avis, qu'un mécanisme amiable. Dans la mesure où, lorsque ces sociétés ne sont pas d'accord pour revoir les mécanismes à l'amiable, il n'y a que la voie contentieuse qui est ouverte. Et pour que la voie contentieuse soit ouverte, il faut que vous excipez de motifs légitimes. Des fois, les contrats peuvent être déséquilibrés, ce qu'on appelle les contrats léonins. Oui, ça peut être déséquilibré. Mais lorsque le contrat est déséquilibré, bien sûr, il y a des mécanismes, il y a des structures, des arbitrages qui sont prévus. Et lorsque ces arbitrages sont prévus, il appartiendra au tribunal arbitral de statuer en tenant compte des arguments des uns et des autres. Mais la révocation ad nutum, c'est-à-dire la révocation sans motif de ces contrats, pourrait entraîner des clauses, des réparations assez contestables contre l'État du Sénégal. Et je pense qu'il y a une jurisprudence. Quand le président Abdoulaye Wade est arrivé, je pense qu'il avait résilié un contrat avec Hydro-Québec à l'époque, qui nous avait valu, je crois, une condamnation assez conséquente de l'État du Sénégal. Donc, sous ce rapport, je pense qu'il faudra être très prudent. Là, il y a les jeunes qui sont dans les structures, qui voient leur contrat remis en cause, alors que le régime avait dit que notre objectif, c'est de chercher de l'emploi pour les jeunes. J'entends le Premier ministre dire hier à Saint-Louis que la solution, ce n'est pas de prendre les pirogues, alors qu'on constate qu'il y a 58 Sénégalais qui sont morts en Mauritanie, des migrants qui partaient. Oui, je crois que c'est là où il doit comprendre, le Premier ministre, que les solutions ne vont pas venir forcément d'eux. Que les solutions, qu'il a intérêt à justement s'ouvrir et ouvrir les crises aux autres Sénégalais. Par exemple,
moi ça me fait très... Parce que moi je leur ai écrit il n'y a pas longtemps. Parce que nous on fait ce que nous faisions tout le temps. On ne sort pas dans les rues pour crier, on écrit au gouvernement pour leur dire faites ceci ou cela. Écoutez Alassane, je crois qu'il y a un immense gisement qui est là, qui vaut plus que tout. C'est cette jeunesse-là et cette énergie-là dont je parle très souvent. C'est quoi? C'est-à-dire que aujourd'hui, qu'est-ce que le gouvernement va poser? Parce que ce n'est pas que des paroles. Écoute, il manque dans le monde entier, il manque et il va manquer dans 4 ans 4 millions de chauffeurs. Il va manquer 2 millions de chauffeurs en Europe. Il en manque déjà aux États-Unis, il en manque au Canada, n'est-ce pas? Il manque des chauffeurs de bus en Europe. Il manque des chauffeurs, des chauffeurs spécialisés et tout. Donc, qu'est-ce que, par exemple, cette jeunesse dont tout le monde parle là et qu'on n'utilise que je ne sais pas moi, pour des conquêtes de pouvoir ou c'est cette jeunesse-là. Il faut s'arrêter à cette énergie-là. Il faut savoir qu'est-ce qui manque dans le monde et qu'est-ce que nous pouvons faire avec le monde. Organiser l'immigration de manière que tout le monde puisse gagner. Parce que quand les besoins... Surtout la formation. C'est ça, j'y arrive justement. Qu'est-ce qui a amené l'esclavage? Les gens avaient besoin de bras. Au moment où l'on parle, ce sont les mêmes réalités sociologiques du temps de l'esclavage qui sont en place. C'est-à-dire qu'il y a le reste du monde qui est vieillissant, tout le reste du monde, hein, de l'Asie en passant par l'Europe jusqu'aux Amériques. C'est pour ça qu'on a ouvert un peu le Nicaragua. Exactement. En permettant aux jeunes Sénégalais de devenir des esclaves encore aux États-Unis. C'est ce qui a ouvert l'Espagne. C'est-à-dire que c'était pas d'un truc. Qu'est-ce qui a fait que l'Espagne soit le premier pays agricole d'Europe où les produits espagnols se vendent le moins cher? Parce qu'ils ont laissé les pirogues venir, ils ont encouragé ça, ils ont mis tous ces jeunes-là dans ce truc-là. Qu'est-ce que doivent faire nos gouvernements? Ils doivent mettre en place de la formation, ils doivent mettre en place une diplomatie du travail, de l'immigration pour aller parler à ces gens-là. Vous voulez 400 000 chauffeurs. Nous, on a des jeunes, on a des millions de jeunes qu'on peut former ici, former à ces métiers. Il manque des soudeurs, il manque des tôliers, il manque des plombiers, il manque de la main-d'œuvre partout dans le monde. Et cette main-d'œuvre-là, qui est vieille en Europe, est là, elle est jeune, elle est ici. Pourquoi ces gouvernements-là ne peuvent pas réfléchir comme ça? Mais pourquoi cette main-d'œuvre-là ne peut pas être utilisée au Sénégal ici, avant d'aller en Europe? Non, parce que justement, nous, on n'a pas ces tailles de marché. On n'a pas ces tailles de marché. On peut ici former 400 000 chauffeurs. Où est-ce qu'on va mettre 400 000 chauffeurs? Il y a combien d'apprentis dans les trucs là? Alors que quoi? C'est-à-dire qu'on peut prendre les gens, les amener, n'est-ce pas? Et Alassane, quand tu amènes 1 million de jeunes à l'extérieur, qui travaillent normalement, qui partent de l'aéroport ici, qui sont respectés, qui descendent dans un pays, qui sont pris en charge par les systèmes de santé, par un travail, machin et tout, et qui rapatrient 1 million de jeunes. Ils gagnent combien? Un chauffeur, il gagne en Europe entre 2 000 et 3 000 euros. Hein? C'est combien en CFA? C'est à peu près 2 millions de francs CFA. Si le jeune, il rapatrie ça, c'est 1 million de jeunes plus. C'est combien d'argent? C'est plus d'argent que le pétrole? C'est plus de responsables? C'est plus de respect? Il faut aller vers ces choses-là. Oui, mais Badou, il a dit qu'il faut former les jeunes, les amener à l'extérieur pour travailler. Et en ce moment, qui va construire le pays? Non, Alassane, laissez-moi terminer. Non, parce que je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas. J'ai posé une question. J'ai posé une question. Non. Posez-moi, M. Ndiaye. Rapidement. Voilà, rapidement. Je pose qui va construire le pays? Non, c'est parce qu'on a un surplus. C'est ce surplus-là, je dis, qui est organisé, qui doit être organisé. C'est ça que j'ai dit. D'accord. Voilà. Oui, cette question. Je n'ai pas dit d'abandonner le pays. Non, il veut parler d'une utilisation rationnelle. Voilà. Qui va construire le pays en ce moment? Non, je dis, le pays sera... Et pas de surplus, le surplus. Non, le pays sera construit par... Le Sénégal sera construit par les Sénégalais. Voilà. Je pense que ceux qui partent... Pour le construire, il faut les mettre au travail. Oui, ceux qui partent, c'est parce qu'ils ne sont... qu'il n'y a aucune perspective. Pour construire, il faut se mettre au travail. Oui, je veux dire, mais pour travailler, il faut avoir un travail aussi. Il faut se faire former. Oui, il faut se former et avoir un travail. Oui. Donc, ceux qui partent, c'est des cas désespérés. Et je suis au regret de constater que des fois, il y a des diplômés et des surdiplômés même qui prennent la pirogue pour s'en aller. Aujourd'hui, pour lutter contre ce fléau, je pense que l'État doit prendre ses responsabilités. Lesquelles?
essayer d'offrir à ceux qui n'ont pas de formation une formation et à ceux qui sont formés d'avoir un emploi ou alors de créer les conditions de création de l'auto-emploi. Donc je pense que aujourd'hui, si on arrive à ce point-là, à ce stade-là, on aura résolu en tout cas plus de 50% de la question. Voilà, le temps que nous avons parti est terminé. Merci infiniment à Maître Cheikh Ahmadou Ndiaye, avocat au barreau de Dakar, à Badou Ndaw, qui est médiateur, auteur, écrivain, président des mouvements des porteurs de projets, Yewulen, auteur de livre Le Plan Sénégal Normal. À la technique, Biran Sissi, micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous.